vous aidera à comprendre, hein, mais je vous répète que ça ne m'aide pas à démontrer vraiment le côté mathématique. Donc tout ça pour vendredi. Alors, le travail du jour. Alors, on avait, pour aujourd'hui, je vous avais laissé des exercices, une feuille d'exercice sur les espaces vectoriels. On va commencer par regarder ça. J'ai eu quelques questions, en particulier parce que j'avais écrit des bêtises d'en corriger, donc c'était une bonne raison qu'il y ait des questions. Et donc j'ai eu quelques questions, et sinon, mais pas beaucoup. Donc j'imagine que c'était pas trop difficile. Éventuellement, peut-être le dernier était un petit peu plus délicat. On regarde vite fait, et puis on va faire le lien aussi avec ce qu'on a vu en cours. L'exercice 1, c'était sur des inclusions quand on a un ensemble, un espace vectoriel qui est défini par un vecte et un autre défini par un vecte. Donc, deux sous-espaces vectoriels qui s'écrivent sous la forme vecte quelque chose, et on voulait montrer l'inclusion. Ça, on l'a vu en cours, dans les exemples du cours, donc dans les vectes, et dans, ça s'appelait inclusion. Vous montrez, il suffit de montrer que le vecteur qui est à l'intérieur, c'est-à-dire, je l'ai appelé U, il suffit de montrer que ce vecteur U peut se décomposer en fonction de V et W. Parce que si j'arrive à écrire U en fonction de V et W, et ça donne lieu à un petit système qui se résout assez facilement, ça veut dire que U appartient à F, puisque F c'est le vecte de V et W. Et donc, le E qui était vecte de U, il est contenu dans F. Concrètement, sur cet exemple-là, il s'agit, on est dans R3, ici, pour E, c'est une droite. F, c'est un plan. Et on voulait montrer que la droite était contenue dans le plan. Et c'est pas compliqué. Il suffit de montrer que le vecteur directeur de la droite est contenu dans le plan. C'est-à-dire qu'il se décompose en fonction de V et W. Donc ça, c'est des schémas qu'on a déjà fait dans le cours sur les espaces vectoriels. Donc normalement, il n'y avait pas de grosses difficultés pour cet exercice. L'exercice 2, c'est le même principe. On veut montrer une inclusion entre deux sous-espaces vectoriels. Simplement, on est dans R4, donc c'est moins concret. L'ensemble E étant donné non pas avec un vecte, mais avec des équations. Donc déjà, la première chose, c'était de vérifier que c'était un sous-espace. Pour ça, on résout le système. Donc c'est là qu'il y a eu des questions, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas les mêmes inconnus auxiliaires. On peut choisir les inconnus auxiliaires comme on veut. Et moi, j'avais choisi quand même X et Y. Pourquoi j'ai choisi X et Y? C'était pour éviter d'avoir des fractions, je crois. Parce qu'on obtient comme équation que T, c'est moins 3Y. Et je préférais ça plutôt que de prendre T comme inconnu auxiliaire. Parce que si je prends T comme inconnu auxiliaire, j'ai Y égale moins un tiers de T. Et j'avais pas envie d'avoir des fractions dans mes équations. Donc ça, c'est vraiment un choix. Donc, à partir du moment où j'arrive à écrire E sous la forme d'un vecte, je sais que c'est un sous-espace de R4. Donc, première chose. Ensuite, on veut montrer que E est, F, pardon, est contenu dans E. Donc, F, c'était vectoriel W. Donc, on peut procéder comme à l'exercice 1, essayer de décomposer W en fonction des vecteurs U et V de E. On peut. Mais pour le coup, c'est pas le plus malin dans cet exercice-là. Parce que, comme E est défini avec des équations, le plus malin, le plus simple, c'est de prendre les coordonnées du vecteur W, de les mettre dans les équations de E et de vérifier que ça fait 0. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple à faire comme ça. Donc, quand on a des équations, à retenir pour cet exercice 2, si vous devez noter quelque chose ici, c'est que quand on a les équations, c'est plus facile pour montrer qu'un vecteur appartient à l'ensemble, d'utiliser les équations plutôt que d'utiliser la décomposition avec le vecteur. Voilà pour l'exercice 2. Surtout, je vais assez vite, ça me paraît facile, mais parce qu'on en a pas facile, c'est pas facile en soi, mais on en a fait pas mal dans les exercices, dans le cours, dans les exemples du cours. S'il y a un problème, vous m'arrêtez, je reprends le tableau, je prends la caméra et puis je redonne des explications. Je ne veux pas non plus que vous vous ennuyiez. Alors, si je reprends l'exercice 3, c'est un exercice aussi qu'on a déjà rencontré, de déterminer ce qu'on appelle une condition nécessaire et suffisante sur
un vecteur, enfin les coordonnées d'un vecteur, pour qu'il appartienne à l'ensemble. En fait, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Le terme le plus fréquent, pardon, c'est équation cartésienne. Alors, on a déjà fait des équations cartésiennes où on dit, c'est pas compliqué, il suffit de prendre le vecteur x, y, z, t ici et d'essayer de le décomposer en fonction de u, v et w. Donc, ça se fait bien. Simplement, ici, il y avait une petite astuce pour éviter d'avoir quelque chose de trop long, alpha u, bêta v et puis gamma w par exemple. On pouvait constater que le vecteur w, c'était u moins v. Ça se vérifie bien, hein, u moins v, ça fait 1, 0, 1, 1. Donc, effectivement, c'est bien w. L'avantage, quand on a repéré ça, c'est qu'en fait, pour déterminer donc la décomposition d'un vecteur dans l'ensemble E, il suffit de décomposer sur U et V, puisque E, dans ce cas-là, c'est vect UV. Alors, pourquoi je passe de vect UVW à vect UV? On a dit que quand un vecteur est combinaison linéaire des autres dans un vect, on peut l'enlever. Donc, j'espère que ça, vous en souvenez bien. C'était dans le cours. Le cours, ça devait être là. Est-ce que je le retrouve? Voilà, c'était dans toutes les combinaisons linéaires. C'était la fin de cette partie-là. Je la retrouve. Voilà, la propriété 3, suppression d'un vecteur qui est combinaison linéaire des autres dans un vecteur. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Dans la correction, donc je travaille avec E, c'est vect UV. Donc là, je voulais pas passer beaucoup de temps non plus dans la rédaction, j'ai été un peu rapide. En fait, on a écrit, quand on a fait des exemples, on avait fait un exemple dans le cours de ça, que un vecteur était dans E si et seulement si, en fait, la phrase complète ici, c'est « il existe alpha et bêta tel que ». Et ensuite, tel que ce système admet des solutions. Et après, on reprenait ce petit système-là, on faisait la résolution de ce système jusqu'à obtenir des conditions de compatibilité. Et c'est les conditions de compatibilité qui nous donnent l'équation cartésienne. Alors, dans cet exemple-là, on a deux équations cartésiennes. Dans l'exemple qu'on avait fait dans le cours, c'était un plan dans R3, donc il n'y avait qu'une seule équation cartésienne. Donc, du point de vue de la résolution, je vous remets ici, on a un système avec comme inconnu alpha et bêta, donc je note au début, dans le premier membre, et en second membre, j'ai mes x, y, z. Donc, la résolution, le problème qui se pose, c'est est-ce que ce système-là admet des solutions alpha et bêta? S'il admet des solutions alpha et bêta, ça veut dire qu'on peut décomposer le vecteur. Et on se lance dans la résolution. Donc, se lancer dans la résolution, ça veut dire échelonner. Donc, c'est pas forcément présenté de façon très échelonnée ici. Je n'ai pas soigné la présentation. Mais si vous faites L1 moins L2, vous enlevez les alphas. En fait, il s'agit d'enlever les alphas partout. Donc, j'ai enlevé les alphas ici en faisant Y moins X. Ici, j'ajoute, ça enlève les alphas, donc j'ai moins 2 bêta. Et ici, j'enlève 2 fois X. Donc, j'enlève les alphas et je garde mes bêta. Ce qui fait que si je continue l'échelonnement, les deux premières lignes sont échelonnées en alpha et bêta. Et dans les deux lignes d'en dessous, je vais devoir supprimer les bêtas quand je finis l'échelonnement. Pour supprimer les bêtas, je prends la ligne L3 ici et j'ajoute 2 fois L2. Donc, j'ai bien 0. Et quand je prends L3 plus 2L2, je vais avoir Z, je vais avoir 2Y et X moins 2X. Donc, j'ai bien Z moins X plus 2Y. Et pareil pour la dernière ligne, si je veux éliminer le bêta, en fait, quand on élimine, il n'y a plus rien. Quand j'élimine le bêta, c'est-à-dire je continue mon échelonnement, je fais bêta moins bêta, donc je fais L4 moins L2. L4 moins L2, j'obtiens donc T, j'ai moins Y, j'ai moins 2X plus X, donc T moins X moins Y. Voilà ce qu'on obtient comme système. Donc ce système avec deux inconnus, les inconnus sont alpha et bêta. X, Y, Z, T sont des paramètres. Donc mes inconnus étant alpha et bêta, j'ai deux inconnus et j'ai 4 équations. Donc forcément, on a des conditions de compatibilité qui apparaissent.
Et ce système admet des solutions si et seulement si les conditions sont vérifiées. Et ça me donne ce mini-système ici. Et ça me donne exactement ce qu'on appelle la condition nécessaire et suffisante sur x, y, z, t pour que le système ait des solutions, c'est-à-dire pour que le vecteur appartienne à. On peut remarquer une chose, quand on compte, j'aime bien recompter les équations, les inconnus, voir un petit peu où on en est. C'est toute la notion de dimension. Ici, on travaillait dès le départ dans R4. On travaille dans R4. L'objet qui m'intéresse, l'objet E, en fait, je constate qu'il est défini par deux vecteurs. Alors d'habitude, on part des équations et on retrouve les vecteurs. Là, si je rembobine mon histoire, donc on est dans R4 et j'ai deux équations à la fin. Si j'ai deux équations, vous savez bien que ça nous donne deux inconnus auxiliaires quand on refait le système. Et avec deux inconnus auxiliaires, j'ai un vecteur qui s'écrit avec deux vecteurs. Donc c'est normal. Dans un sens ou dans l'autre, il y a toujours un lien entre le nombre de vecteurs qui définissent le vecteur, donc le sous-espace E. Le nombre de vecteurs ici, c'est 2. Si vous prenez le nombre d'équations, en fait, ça se complète. Le nombre de vecteurs plus le nombre d'équations, ça fait toujours la dimension de l'ensemble. Donc ici, R4. Donc, deux vecteurs, deux équations, ça fait 4. Donc ça, on le retrouve et je vais essayer de le mettre en évidence dans chaque exercice parce que c'est des choses qu'on va retrouver et ça va être finalement, on le retrouve à la fin du chapitre suivant. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont reliées ici. Alors, l'exercice, ça c'était l'exercice 3. Je passe à l'exercice 4. S'il y a des questions, vous criez tout de suite. Madame, Oui. j'ai du mal à comprendre pourquoi le vecteur W, on l'enlève carrément si c'est une combinaison linéaire. Alors, on l'avait vu dans le cours ici. On avait vu dans le cours cette propriété qui disait quand il y a un vecteur qui est combinaison linéaire des autres, il ne sert pas à grand chose. Et ça, on avait vu, je vais le retrouver, il y avait une petite diapo là-dessus. C'était peut-être ça. Ouais, c'était ça, je pense. Voilà. On se mettait dans le plan, et dans le plan, on disait, on prend plusieurs vecteurs. On avait dit que s'il y en avait un qu'on multipliait par, et on prenait le vecteur de tous ces vecteurs-là, U1, U2, U3, U4. Si je multiplie un vecteur par une constante, ça ne change pas, ça me définissait toujours ma feuille, donc le plan. Je pouvais remplacer le vecteur U2 par U2 plus 2U1, ça me définissait toujours ma feuille. Et puis, on finissait par, donc je vais enlever, on finissait par constater que, par exemple, ici, ce vecteur U4, par un système de projection, on pouvait l'exprimer en fonction des deux vecteurs U3 et puis U1. Et à ce moment-là, on pouvait donc le supprimer puisqu'il était combinaison linéaire des deux autres. Ah non, c'était U3 et V2. Et comme il était combinaison linéaire des deux autres, je pouvais l'enlever. Il ne servait plus à rien pour définir le vecteur. Parce que quand on définit un vecteur, on prend toutes les combinaisons linéaires de tous ces vecteurs-là. Donc, il faut imaginer qu'on va prendre U1, le multiplier par quelque chose, U2 aussi, U3, U4, puis on va ajouter tous ces résultats. Et en fait, à force d'ajouter, je vais gribouiller mon dessin et je vais récupérer tout le plan. Mais en fait, pour faire ça, je me rends bien compte que le vecteur U4, il sert à rien. Si je l'enlève, si je prends les trois autres et que je gribouille tout, je vais le récupérer, le vecteur U4. Et je vais récupérer tout le plan. Donc, l'idée à retenir, c'est ça. On peut toujours supprimer un vecteur qui est combinaison linéaire des autres parce que ça ne va pas changer le vecteur, puisque le vecteur lui-même, c'est des combinaisons linéaires. Et je me suis appuyée là-dessus pour supprimer effectivement le vecteur W. Comme il était combinaison linéaire des deux autres, je dis, il sert à rien. Il sert à rien pour définir des nouvelles combinaisons linéaires. Il est redondant, en fait.
Et on va retravailler là-dessus. C'est ce qu'on fait quand on cherche des dimensions aussi. On enlève tous les vecteurs qui sont en trop. Et finalement, définir la dimension d'un espace vectoriel, ici, l'espace vectoriel E, sa dimension, ça va être 2, parce qu'il est réellement défini par 2 vecteurs. La dimension, c'est le nombre de vecteurs nécessaires pour vraiment définir l'ensemble. Le troisième, il servait à rien, donc je l'ai dégagé. J'ai besoin de 2 vecteurs pour définir l'ensemble E. C'est qu'en fait, l'ensemble E, il est de dimension 2. Voilà ce que ça signifie. J'espère que ça vous aide un petit peu. Oui, merci beaucoup. C'est plus clair. Alors, je passe à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, l'exercice 5, sauf que je m'étais plantée dans le corrigé, j'avais écrit vraiment n'importe quoi. J'avais fait des copier-coller que j'avais modifiés, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, l'exercice 5 avec la nouvelle correction, ça va mieux. Le 4 et le 5, c'est vraiment comme on a fait dans le cours. On a une famille, on veut savoir si elle est libre. On fait lambda 1 U1, lambda 2V, lambda 3W. Et puis, on écrit que ça fait 0. Le vecteur nul de R3, donc ça, on a fait pas mal d'exemples. Et on écrit le système qui correspond et on regarde si on trouve que lambda 1, lambda 2, lambda 3, ça fait 0, 0, 0 ou pas. Donc, pour l'exercice 4 et pour l'exercice 5. Donc, le système qu'on obtient, on va l'écrire composante par composante. Donc, on obtient la première équation en reprenant les premières composantes des vecteurs U, V et W. Alors, ça me fait 2 lambda 1 plus lambda 2 moins 2 lambda 3. Effectivement, 2 lambda 1 plus lambda 2 moins 2 lambda 3. Et je fais ça composante par composante. Donc, l'essentiel, c'est de bien écrire le système, et non pas comme j'avais fait dans l'exercice suivant. Ce qui fait qu'on doit retrouver verticalement, ici, les coordonnées du vecteur U, du vecteur V et ensuite du vecteur W. Donc ça, c'est une très bonne vérification. C'était 2, 1, 1, 1, 3, 1, et puis moins 2, 1, 3 normalement. Quand on a fait ça, ben, on se lance, c'est une résolution de système. C'est classique, je vais échelonner, je vais enlever les lambdas qui sont là, les lambda 1, en faisant 2L2 moins L1 et 2L3 moins L1. J'aurais pu faire des échanges de lignes, mais ça n'a aucune importance en fait. En fait, comme on obtient 0, 0 au bout, c'est assez simple. Donc, ça, c'est le résultat de mes calculs. Vous pouvez les vérifier, hein, si j'espère que vous l'avez fait. Arrivé là, il faut que j'enlève le lambda 2. Donc, il faut que je multiplie la ligne ici par 5 pour enlever celle-ci. Ce qui fait des gros calculs là. C'est pareil, j'aurais pu faire des échanges. Je ne l'ai pas fait pour... ça me faisait une ligne d'écriture en plus. Bref, ça me fait 46 L3. C'est pas très agréable, mais ça fait 0. Donc, de toute façon, 46 L3 égale 0. Lambda 3, pardon, égale 0. Ça veut dire que lambda 3 fait 0. Quand je remplace ici par substitution en remontant, j'ai lambda 2 qui fait 0. Et quand je remplace dans la première ligne, ben, j'ai lambda 1 qui fait 0. Donc, à partir de ce système, on trouve que tous les lambdas sont nuls, la famille est libre. Alors ça, on a fait pas mal de diapos sur les familles libres. Voilà, hein, comment ça se représentait. Pour rappel, on avait le système, verticalement, on retrouvait les vecteurs, et puis on résout. Donc ça, vous retrouvez sur les diapos qu'on avait faites pour illustrer le cours, c'est exactement le même principe. Simplement, c'était beaucoup plus facile tout seul. Le 5, je fais la même chose, sauf que je m'étais trompée. Donc là, je l'ai rectifié. J'espère que tout le monde a bien enregistré la modification. En tout cas, il faut retrouver verticalement les vecteurs U, V et W. Donc, verticalement, 1, 0, 3, c'est ça. 0, 1, 2, et 2, moins 3, 0. 0, 1, 2, et 2, moins 3, 0, c'est bon. Quand on résout le système, donc la ligne ici L2, elle est déjà échelonnée, je ne touche pas. Et pour simplifier les lambda 1 dans la ligne L3, je fais L3 moins 3, L1. Donc, 2 lambda 2, là, il n'y a rien. Et ici, je vais avoir moins 6 lambda 3. Et à ce moment-là, on constate que la ligne L2 et la ligne L3, c'est la même, sauf que j'ai multiplié par 2. Donc, je garde que 2 lignes. Et arrivé là, comme je garde que 2 lignes,
Alors que j'avais 3 inconnus, lambda 1, lambda 2 et lambda 3, mais ça signifie qu'il manque une équation. Donc, on va avoir une inconnue auxiliaire, par exemple lambda 3. Si j'ai lambda 3 comme inconnue auxiliaire, ça veut dire que mon système admet une infinité de solutions. Si le système admet une infinité de solutions, ça veut dire que la famille au départ était libre. Donc, j'espère que ça c'est clair. On avait vu des exemples dans le cours et surtout voir comment on passe donc, des vecteurs au système, c'est très important, la résolution du système et comment on conclut. Sur le même principe, l'exercice 6 et l'exercice 7, sauf qu'ils sont un peu plus théoriques parce qu'en fait, on n'a pas décrit les vecteurs. On n'a pas écrit les vecteurs avec leurs composantes, comme dans le 3 et le 4. Où là, on avait des vrais vecteurs et il n'y avait plus qu'à résoudre le système. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus abstrait. On prend 3 vecteurs U, V et W. On sait que ceux-là sont libres. Et on veut déterminer donc les 3 vecteurs U plus V. Donc on construit 3 nouveaux vecteurs, V plus W et W plus U. Et ces 3 nouveaux vecteurs, c'est pour eux que se pose la question, est-ce qu'ils sont libres? Alors, je fais pareil. En fait, la méthode est toujours la même. Je pars avec des lambdas, j'écris lambda 1 fois le premier vecteur, lambda 2 fois le deuxième et lambda 3 fois le troisième. Et j'écris que tout ça doit faire 0. Et j'essaye de résoudre le système. Alors, c'est perturbant au début parce qu'on dit oui, mais on les connaît pas. C'est vrai. Mais on sait des choses sur U, V et W. Donc, je vais développer et refactoriser les termes en U, les termes en V, les termes en W. J'obtiens une expression comme ça. Et là, j'utilise le fait que la famille U, V, W, elle, c'était une famille libre. Donc, comme c'est une famille libre, ça veut dire que si on a une combinaison linéaire qui fait 0, ça veut dire que les coefficients à chaque fois sont nuls. Donc, pour U, ça me fait lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Le coefficient sur V, c'est le lambda 1 plus lambda 2. Et sur W, c'est le lambda 2 plus lambda 3. Bien, arrivé là, il va falloir résoudre ce système, trouver les lambdas. Donc, on va échelonner. J'enlève ici le lambda 1 en faisant L2 moins L1. J'obtiens ça. Et puis, je touche pas à lambda 3, à la ligne 3, pardon. Ici, je vais éliminer le lambda 2 en faisant L3 moins L2. Ça me fait 2 lambda 3. J'obtiens un joli système bien échelonné. La dernière ligne me dit que lambda 3 fait 0. Si je remonte d'un cran, j'obtiens naturellement que lambda 2 fait 0. Et puis la ligne du dessus me dit que lambda 1 fait 0. Donc, en partant de cette équation-là, j'obtiens que tous les lambdas sont nuls. Ça veut bien dire qu'on a une famille au départ qui était une famille libre. Donc, c'est un petit peu plus délicat ce type d'exercice parce qu'on ne vous donne pas les vecteurs. Mais en fait, l'information essentielle, c'est que la famille de départ, là, elle était libre. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Dans l'exercice 7, c'est la même chose, sauf que le vocabulaire utilisé n'est pas le même. C'était juste pour vous habituer à une autre façon de le dire. On dit que les vecteurs sont linéairement indépendants. Ça veut dire forment une famille libre, tout simplement. Et il faut faire la même chose pour ces deux vecteurs-là. Alors, le principe est toujours le même. Là, j'ai donné des noms aux vecteurs. Je les ai appelés U et W, donc V1 plus V2 et V1 moins V2. Et on veut savoir si ces deux vecteurs U et W sont libres. Donc, je repars avec une combinaison linéaire. J'ai deux vecteurs, donc j'ai deux noms. J'aurais pu les appeler lambda 1, lambda 2, mais c'était plus lourd en termes de notation de mettre des indices. Donc, je les ai appelés simplement alpha et bêta. Alpha U plus bêta V égale 0. Donc, je pars de l'expression du système pour lequel je dois obtenir alpha égale 0, bêta égale 0 pour avoir une famille. Je remplace U par V1 plus V2 et puis W par V1 moins V2. Et comme tout à l'heure, je développe tout et je regroupe en fonction des vecteurs que je connais, qui sont V1 et V2. J'obtiens cette expression. Et ça, c'est en fait une combinaison linéaire nulle avec deux vecteurs V1 et V2 qui sont libres. Donc, ça veut dire que les coefficients alpha plus bêta et alpha moins bêta sont nuls. Ça, quand on fait la résolution de ce système, c'est très simple. Si vous voulez, vous pouvez même substituer. On a alpha égale bêta, et puis quand on les ajoute, ça fait 0. Donc on a 2 alpha égale 0, et donc alpha et bêta sont nuls. Donc la famille est libre.
C'est toujours la même démarche, en fait. On part du système avec des inconnus alpha, bêta, ou lambda 1, lambda 2, lambda 3, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et à la fin, on essaye de montrer que ça fait 0. Ou pas, hein, comme on a eu dans l'exercice 5, parce qu'ici, on n'y arrivait pas. Bon, j'espère que cette notion de famille libre, alors la notion de famille libre, quand on essaie de comprendre ce que ça signifie concrètement, on a dit ça veut dire qu'aucun des vecteurs n'est combinaison linéaire des autres. Ça, c'est l'expression concrète, mais je vous ai dit qu'elle n'était pas utilisable dans les calculs. Donc, ensuite, dans la pratique pour les calculs, c'est toujours la même chose. On prend des lambdas, on fait lambda 1 machin plus lambda 2 machin égale 0, et on résout, et on essaie de montrer que les lambdas sont nuls. Voilà, c'est ça l'expression d'une famille libre par le calcul. Donc, tout ça, c'était autour des familles libres. L'exercice 8 était un peu plus atypique. Le début, bon, c'était assez simple. On avait deux ensembles A et B. On est dans R3. Ah, dans R3, c'est bien. Parce que dans R3, on est chez nous, on est à l'aise. Dans R4, moi, je suis un peu perdue. Hein. Dans R2, on est un peu serré. Et dans R3, c'est bien. Alors, R3, l'ensemble A, c'est un vecteur de deux vecteurs. Je reconnais cet ensemble, c'est un plan. L'ensemble B, c'est un ensemble qui est défini par une équation cartésienne. C'est aussi un plan. Et on nous demande de montrer que c'est un sous-espace. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Regardez, on voit bien que ça marche. Mais on va l'écrire sous la forme d'un vecteur. Ça va nous permettre de trouver une base. Simplement, pour trouver la base, il y a une contrainte. La contrainte, c'est l'expression qui est là. Cette contrainte-là, ça me dit, ici, je dois prendre x et y, enfin, les deux, je dois prendre x et y pour avoir 1, 0 et 0, 1. Donc, x et y comme inconnus auxiliaires. Alors, c'est parti. Donc, pour déterminer une base de B sous cette forme-là, on choisit x et y comme inconnus auxiliaires. Ce qui me donne z égale moins x plus 2y. Normalement, je remplace dans l'expression de B. Et là, alors j'étais un peu vite sur la résolution, mais c'est toujours la même chose. Dans l'expression qui est là, on sort le x, on sort le y, et on fait apparaître les deux vecteurs u et v. Donc j'espère que le passage de là à là, c'est acquis, parce que c'est vraiment, le b à bas de la manipulation des sous-espaces vectoriels. Une fois que vous avez, donc j'espère que ça va, hein, sinon vous me priez, je refais le tableau. Donc, une fois qu'on a les deux vecteurs, on écrit que B, c'est un vecteur, donc c'est un sous-espace de R3, et UV, c'est une famille génératrice. Mais on voulait une base. Et en fait, si je regarde ces deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, donc la famille est libre. Même, on pourrait dire échelonnée si on veut, enfin, on dit ce qu'on veut, en tout cas, il y a tous les arguments pour dire que cette famille est libre. Une famille qui est génératrice et libre, c'est donc une base. Donc là, on a une base de B. Donc B, c'était simple, hein, en fait, c'est un plan. On a donc ici l'ensemble B, qui est un plan dans R3, et on a trouvé les deux vecteurs directeurs du plan. Une base de A, ça va pas être très compliqué, c'est un plan, il est porté par deux vecteurs, ça doit être la base, hein, normalement. Il y a quoi à dire? Quand on regarde l'expression, on sait que c'est une famille génératrice, il suffit de justifier rapidement qu'elle est libre. Et comme les vecteurs ne sont pas collinéaires, elle est libre, donc c'est une base de A. Il n'y a pas grand-chose à dire. La question délicate, c'est la dernière, qui était un petit peu spéciale dans toute cette série d'exercices. Tous ces exercices, c'était vraiment des applications directes du cours, sauf cette dernière question, l'intersection. Alors, on va réfléchir à ce que c'est que l'intersection. Ici, vous avez deux plans. Donc, si vous visualisez deux plans dans R3, l'intersection, c'est forcément une droite. Alors, quand vous envisagez deux plans dans R3, l'intersection, est-ce que c'est toujours une droite? On avait dit dans le cours, dans celui-là peut-être, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, on en avait parlé, je crois, c'était ici, dans R3. Donc, quand on prenait deux plans, on avait dit que l'intersection des deux plans, c'était soit la droite, donc vous imaginez, deux plans, vous prenez
deux planches, hein, vous les posez sur votre bureau, en les posant, je dirais, verticalement, et vous voyez que l'intersection, vous allez récupérer une droite. Sauf si c'est le même plan. Si c'est le même plan, vous allez récupérer le plan tout entier. Alors, parfois, il y a des gens qui se disent, oui, mais s'ils sont parallèles. En fait, dans R3, il n'y a pas de plan parallèle, parce que tout doit passer par 0. Quand on dit plan vectoriel, c'est toujours un plan qui passe par 0. Donc, deux plans parallèles et qui passent par 0 tous les deux, en fait, ça veut dire que c'est le même plan. Quand on dit plan parallèle, ça revient en termes de plan vectoriel à dire que c'est le même. Bon, donc dans notre exercice, il s'agit de déterminer l'intersection des deux plans en espérant qu'ils ne sont pas parallèles. S'ils sont parallèles, si c'est le même, ce sera l'intersection, ce sera eux-mêmes. Et ici, donc, si c'est deux plans qui ne sont pas identiques, l'intersection, ça doit être une droite. Donc, on sait déjà un petit peu ce qu'on cherche. On est content d'être dans R3, parce que si je vous fais le même exercice dans R4, on a du mal à comprendre ce qu'on cherche comme objet. Donc, je vais exprimer le fait qu'un vecteur x, y, z soit dans l'intersection de mes deux plans. Alors, pour dire qu'on est dans A, il est défini sous la forme d'un vecteur. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que mon vecteur s'écrit sous la forme alpha A plus bêta B, se décompose. Et pour dire qu'on est dans B, alors B, il y a deux façons de l'exprimer. Soit je dis c'est vecteur B, et je fais la même chose qu'au-dessus, ou alors j'utilise l'équation. Et j'ai préféré utiliser l'équation parce que c'est beaucoup plus simple. Si j'écris la décomposition, je vais faire apparaître d'autres lettres, lambda et mu par exemple. Donc, je vais faire apparaître encore des inconnus. Donc, ça va alourdir l'expression, alors que la petite équation qui me permet de décrire le plan B est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, parfois, j'utilise plutôt le vecteur. Parfois, j'utilise plutôt l'équation. Quand j'ai le choix, il faut le faire judicieusement. Alors, la première expression ici, cette première équation, en fait, elle en contient trois. Une pour x, une pour y, une pour z. Et je développe ça composante par composante. Donc, alpha A, ça me fait alpha fois 1 moins bêta. Ensuite, en deuxième composante, j'ai alpha plus bêta, effectivement. Et en troisième, 2 alpha plus 3 bêta, ce qui fait z. Et je recopie gentiment la dernière équation. Arrivé ici, je ne vais pas faire une vraie résolution de système. C'est un petit peu compliqué. On va faire une petite feinte. On prend les trois équations qui sont là et on les substitue, oui, j'ai bien dit, on les substitue dans la dernière. Exceptionnellement, on a le droit, parce que ça va vraiment bien arranger les choses. Alors, quand je substitue, je remplace le x, le y et le z par leurs expressions qui sont au-dessus. Quand même, pour que ça reste bien équivalent, le problème des substitutions, c'est souvent on perd des équations. Donc là, je recopie mes trois équations de dessus et je remplace en dessous. Ça, maintenant, j'ai une expression qui ne contient que des alpha et des bêta. Je développe, je simplifie et je constate qu'il me reste alpha. Alpha égale 0. Les bêta ont disparu. Donc voilà l'expression de mon système. Donc en fait, un vecteur x, y, z dans A inter B, il s'écrit sous la forme alpha moins bêta, alpha plus bêta et 2 alpha plus 3 bêta. Bêta, je ne le connais pas, mais tout ce que je sais, c'est que alpha est nul. Donc, mon système s'écrit sous la forme x égale moins bêta, y égale bêta, et z égale 3 bêta. Ce qui veut dire que, et le alpha il est nul, mais en fait il ne va plus intervenir dans les calculs. Ce qui veut dire que dans l'intersection, j'ai les vecteurs qui s'écrivent, donc x égale moins bêta, y égale bêta, et z égale 3 bêta. Avec bêta qui reste variable, parce que je n'ai pas réussi à le fixer avec mon système ici. C'est normal, hein. Si je compte mes équations, et mes inconnus. Les équations, j'en ai très nettement 4. Les inconnus x, y, z, ça fait 3. Alpha et bêta, 4, 5. Donc on a, dans ce paquet-là, 5 inconnus, qui sont x, y, z, alpha, bêta, et que 4 équations. Ça veut dire, si j'ai 5 inconnus et 4 équations, il y a une inconnue auxiliaire, une inconnue qui n'est pas fixée. Eh bien, c'est bêta. Alpha, il est très fortement fixé, et x, y et z, je les écris en fonction de bêta. Donc, une inconnue auxiliaire, c'est une inconnue qui n'est pas fixée. Maintenant,
l'expression qui est là, si je mets bêta en facteur, c'est bêta qui est multiplié par le vecteur moins 1, 1, 3. C'est donc un vecte, mais un vecte avec un seul vecteur. On pourrait mettre ici 2 niveaux de parenthèse, ce serait plus exact, c'est un peu plus lourd à écrire. Donc en tout cas, A inter B, je l'écris sous la forme d'un vecte. Donc de toute façon, A inter B, c'est un sous-espace vectoriel. Ça, c'est dans le petit rappel de cours qu'on a vu tout à l'heure, ici. Donc l'intersection, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Et on trouve une droite, vecte. Alors, vecte B, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve ce vecteur-là, c'était le vecteur, on a dit que A, c'était vecte AB. Et bien, en fait, ce vecteur B, on le retrouve ici. Donc, il est commun au plan A et au plan B. Ce qui nous donne donc B, une famille génératrice de l'intersection. Elle est libre parce que c'est un seul vecteur qui est non nul. Donc, j'ai trouvé une base de l'intersection, c'est-à-dire, dans mon exemple ici, un vecteur directeur de ma droite, puisque A inter B, c'est une droite. Voilà. Ça, c'est un petit peu fin comme type d'exercice, donc à refaire éventuellement. L'idée, c'est quand même d'arriver par substitution à simplifier l'expression. Et comptez toujours combien vous avez d'inconnus, combien vous avez d'équations, et ça vous permet à la fin de savoir combien il vous reste d'inconnus aussi. Voilà pour ces petits exercices. Je crois que ça ne devait pas être, si vous avez bien travaillé dans le week-end, ça ne devrait pas poser trop de difficultés parce qu'ils sont très très proches. C'est vraiment des applications directes du cours. Bien, comme on a un petit peu de temps, on va regarder la suite du cours justement. Si je peux ranger ça, replier. Il y a des questions dessus. Non, c'est OK. Alors, je reprends ici celui-là. J'enlève les exercices. Et je repars sur le cours. Alors, celui-ci, ça c'est la fin du cours de la dernière fois. Donc, on avait pratiquement tout vu, hein, c'était autour des bases. Une fois qu'on avait parlé des familles libres, et on avait parlé des bases de KN, de la notion de coordonnées. On avait fait un exemple sur les coordonnées. Je vous remettrai dans le PD suivant, la feuille d'exercice, à nouveau du calcul de coordonnées. Et on en était à dimension errant. Alors, la notion de dimension d'un sous-espace vectoriel, c'est pas très compliqué. On trouve une base, et quand on a une base, on compte combien il y a de vecteurs dedans. En général, ça va, c'est 2 ou 3, donc avec les doigts, on y arrive très bien. Et on avait laissé en plan comme ça 2 exercices, je crois que c'était ça, hein, ce qui nous restait à corriger. 2 exercices, et qui étaient donc déterminer la dimension de V à un sous-espace vectoriel, soit quand il est écrit avec des équations, soit quand il est écrit sous la forme d'un vecteur. Là, il me manquait le vecteur. Alors, on va regarder l'exemple 1. C'est ce petit diapo-là. Voilà mon ensemble V qui est écrit sous la forme d'équation. On est dans R4, donc on n'a plus trop de support géométrique. On est moins aidé. Alors, l'idée, il faut trouver la dimension de cet ensemble-là. Il s'agit donc d'en trouver une base. Et pour trouver une base, quand on a un ensemble qui est écrit sous la forme avec ces équations, pour trouver une base, il faut qu'on le transforme en vecteur. Donc, on a tous les outils, toutes les techniques qui s'empilent en fait depuis le début de ce chapitre. Alors, s'il faut que je l'écrive sous la forme d'un vecteur, il faut faire la résolution de ce mini-système. Vous voyez qu'on est dans R4, on n'a que 2 équations qui sont échelonnées, donc on va avoir 2 inconnus auxiliaires. J'ai choisi de façon arbitraire Z et T parce que l'échelonnement était déjà prêt. Donc Y égale moins T, X plus Y égale 2Z. Si je finis la résolution, donc Y égale moins T, et X, ça fait 2Z moins Y, donc 2Z plus T. Arrivé là, c'est toujours la même chose. Moi, j'ai l'impression, là, depuis une dizaine de jours, je répète toujours la même chose. Alors, j'espère que pour vous aussi, que c'est assez répétitif pour que ça devienne
mécanique, et quand ça devient mécanique, ça devient automatique. Il ne faut plus trop à se poser de questions, et là, ce sera enregistré. Donc, ici, je remplace un X par son expression, Y par son expression, Z et T ne bougent pas, puisque ce sont mes inconnus auxiliaires, elles ne sont pas calculées. Donc, on est parti de 4 inconnus, 2 équations, il me reste 2 inconnus auxiliaires non fixés. Je les mets en facteur dans l'expression. Le calcul est assez simple. Donc, Z, il apparaît ici 2 fois, 0 fois, 1 fois, 0 fois. Les T, ils apparaissent 1 fois, moins 1 fois, 0 fois, 1 fois. Et je factorise. Arrivé là, je reconnais l'expression d'un vecteur. Je vous rappelle, hein, c'est important quand même de penser qu'il y a du cours derrière ça. Et le cours qui est caché derrière, c'est lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 avec des lambdas qui sont variables. Donc ça, c'est le vecteur de ces vecteurs U1 et U2, je les appelais A et B pour changer. Donc, vecteur de A et de B. Bien. Alors, je récapitule. On voulait quoi? Une base. Voilà, déjà, on a une famille génératrice. C'est une famille génératrice, AB, puisqu'on a écrit V sous la forme vecteur. Et il faudrait qu'elle soit libre. Pourquoi est-ce qu'elle est libre? Parce que les vecteurs ne sont pas collinaires. Regardez-les bien. Ça se verrait, hein, si c'était collinaire. Collinaire, c'est multiple l'un de l'autre. Voilà. On voit bien que ça marche. Donc, c'est une base. Super. C'est une base de V. Maintenant, pour trouver la dimension, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est compter avec mes doigts. Il y a 2 vecteurs. Donc, la dimension, c'est. Alors, en fait, par rapport au type d'exercice, déterminer une base, quand on veut la dimension, il suffit de rajouter ça. Et savoir compter jusqu'à 2 ou 3, donc en général, on s'en sort bien. Donc, tout le travail, il est en amont d'écrire V sous la forme d'un vecteur avec des vecteurs qu'on a trouvés nous-mêmes, qui sont donc libres. Alors, si je récapitule mes histoires de dimension, on est parti avec 4 inconnus. On a 2 équations. Donc, par soustraction, j'ai 2 inconnus auxiliaires, Z et T. Donc, c'est ce qui reste variable ici. Et c'est ce qui fait que j'ai que 2 vecteurs. Donc, 2 vecteurs dans ma base. La dimension, c'est 4 moins 2 égale 2 égale 2. Voilà. Donc, voilà pour ce premier, je fais ça, voilà. Ce premier exemple. L'exemple 2, il est plus délicat. Il est plus délicat parce que je vous donne V sous la forme vecteur ABCD. Alors vous allez me dire, bah, c'est facile, ça fait déjà une famille génératrice. Ce sera sûrement une base. Eh ben non, pas sûrement. Parce que si c'est moi qui vous donne les vecteurs, je fais exprès d'en mettre trop, de mettre des vecteurs redondants, et de telle sorte qu'ils vont être combinaisons linéaires des uns et des autres. Mais ça se voit pas toujours bien, les combinaisons linéaires. Donc, pour déterminer la dimension, c'est-à-dire déterminer une base, il va y avoir pas mal de travail. On va... Alors, on va poser les vecteurs en colonne. Ça, on l'a déjà fait. Parce que rechercher une base d'un espace vectoriel qui était défini par un vecteur, on l'a déjà fait dans la partie précédente du cours. Donc, ça s'emboîte hein, au fur et à mesure. Ça s'emboîte, ça s'empile. On rajoute une couche à chaque fois. Donc, je repars en termes de méthode de mes vecteurs que j'écris en colonne. Et je vais essayer de faire apparaître dans mes colonnes une famille échelonnée. Pourquoi je cherche une famille échelonnée? Parce que je cherche une famille qui va toujours être génératrice de V et qui en plus sera libre. Et les familles échelonnées sont libres. Donc c'est pour ça que c'est mon objectif. Alors pour échelonner, il me faut un pivot là, et ça a commencé mal, j'avais un 0. Donc j'ai échangé le A et le C, si je ne me suis pas trompée, ça donne ça. Ce qui fait que maintenant, le V, c'est toujours vecteur, que je mette ABCD ou CBAD, c'est le même vecteur. Si j'échange les vecteurs, ça reste le même vecteur. Toujours d'après cette fameuse propriété du cours, qui était que si on échangeait, voilà, si on échange de vecteurs, ben ça reste le même vecteur. Je me suis perdue. Bien, donc j'ai juste échangé, ça change pas le vecteur. Maintenant, il faut que j'échelonne. Il faut que j'échelonne, c'est-à-dire que
là, je m'appuie sur ce pivot qui est là. Je vais mettre des zéros à côté pour obtenir un petit escalier comme ça, hein, diminuer. Donc, augmenter le nombre de zéros strictement en passant d'un vecteur à l'autre. Pour échelonner, je vais à nouveau m'appuyer toujours sur cette propriété du cours, celle-ci. Hop, reviens, voilà. Je vais faire des manipulations sur les vecteurs de telle sorte que ça ne modifie pas le vecteur. Donc, quelle modification? Je vais faire C1 égale C, c'est pas une super modification. Je vais garder le vecteur C, je vais garder le vecteur B, je vais garder le vecteur A, je vais pas modifier grand-chose. Et simplement le vecteur D, lui, je vais le modifier en faisant D moins C. Et ça fait partie des opérations qui ne modifient pas le vecteur. Quand je fais mes opérations, donc j'ai recopié les 3 premiers vecteurs, les 3 premières colonnes, parce que j'ai dit que je les gardais, et le vecteur D1, je fais D moins C, ce qui me permet d'obtenir un 0 ici. Ensuite, 2 moins 1, ça fait 1. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Moins 2 moins 0, ça fait moins 2. Donc, j'obtiens ici une famille qui est un peu différente de celle du début, mais ça définit toujours le même vecteur. J'ai fait des petites modifs, c'est comme la diapo de tout à l'heure où je vous montrais les vecteurs, on modifiait, on en enlevait, mais ça changeait pas le plan dans lequel je travaillais. Alors maintenant, je vais continuer mon échelonnement. Donc là, je vois que pour passer de C1 à B, à B1, hop, j'avais mon nombre de zéros qui augmentait. Il faut que mon nombre de zéros, il augmente encore. Donc, je vais m'appuyer sur ce pivot-là. Je vais essayer de mettre un 0 ici et un 0 là. Et pour faire ça, je garde les 2 premières colonnes. Donc, C2, c'est C1, B2, c'est B1. Et le vecteur A1, je vais le remplacer par lui-même moins 2 fois B1. Je ne travaille pas avec C1. Parce que si je fais lui-même moins 2 fois B1, l'avantage, c'est que le 0 ici, je ne le modifie pas. Comme quand on échelonne sur les lignes pour résoudre un système. En fait, la démarche, elle est toujours la même, cette démarche d'échelonnement qu'on a déjà rencontrée pour les systèmes. On échelonne les lignes, c'est-à-dire les équations. Et bien maintenant, on va échelonner les colonnes, c'est-à-dire les vecteurs. Donc, la démarche est la même, simplement, l'endroit où on récupère les zéros, c'est pas du tout pareil. On a ici les zéros qui vont apparaître en haut à droite, alors que quand on échelonnait un système, les zéros, on les faisait apparaître en bas à gauche. C'est une habitude, hein, tout simplement. Et ici, donc, je travaille avec ce pivot. Bien, donc j'arrange mes calculs. Je garde mes 2 premières colonnes identiques. Et quand je fais A1, j'ai dit moins 2, là j'ai un 0 qui apparaît évidemment. A1, moins 2, B1, moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Et 1, moins 6, ça fait moins 5 aussi. Même démarche sur le vecteur D. Donc là, c'est plus simple, parce que je vais faire D1 moins B1, ça me fait avoir un 0 ici tout de suite. Moins 3, moins 2, moins 5. Moins 2, moins 3, moins 5. Bien, donc ça avance pas mal nos histoires d'échelonnement. Vous voyez apparaître ce bloc de 0 là en haut. On est content. Tellement content qu'on constate en fait que le vecteur, je vais le remettre un peu en arrière, ici, le vecteur D2 qu'on obtient ici, c'est le même que le vecteur A2. Donc c'est pas la peine de continuer à échelonner, on va l'enlever. On va l'enlever parce que quand on a 2 fois le même vecteur dans une famille, c'est pas la peine de le recopier 2 fois. Donc ce qu'on peut constater, c'est que notre espace vectoriel de départ, vu les manipulations qu'on a faites, c'est toujours vect de C1, B1, A1, D1, vect de C2, B2, A2, D2. Ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, A2 et D2, c'est le même, c'est pas la peine de le recopier 2 fois. Il me reste donc 3 vecteurs. Donc, on a enlevé ce qui était redondant. Arrivé là, mon V, il est défini par 3 vecteurs. C'est toujours une famille génératrice, puisque c'est vect. Mais maintenant, j'ai tout fait pour qu'elle soit libre. Pourquoi elle est libre? Parce que, regardez, le joli escalier qu'on obtient, cette famille est échelonnée. Donc, c'est une famille libre et génératrice de V. Donc, c'est une base de V. Ok, on a trouvé une base de V et on voulait quoi? Sa dimension. Ben, c'est pas compliqué. Vous avez des doigts. Vous comptez 1, 2, 3 doigts. Jusque-là, ça va. Jamais il y en aura plus de 10, donc vous aurez toujours assez de doigts. La dimension de V, c'est 3.
C'est plus délicat de travailler par échelonnement que de travailler avec un espace qui est défini par, quand il est défini, que je retrouve, voilà. Quand il est défini par des équations, c'est plus facile de trouver une base que quand il est défini par un vecteur. Alors que pourtant, on vous donne déjà une famille génératrice. Voilà, donc déterminer une dimension, finalement, c'est rien de plus que déterminer une base et de compter combien il y a de vecteurs dans la base. Donc finalement, en termes de technique, on reprend les techniques qu'on a vues dans les paragraphes précédents du cours. Alors, je vous avais envoyé la partie, le 4. Alors le 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est la fin, finalement, la fin du chapitre. Donc, là, c'était dimension errant, premièrement, dimension d'un sous-espace de Kn. Donc, on a vu la définition. C'est facile, c'est le nombre d'éléments d'une base. Et on a vu sur 2 exemples comment ça se détermine. Alors, les propriétés. Les propriétés, il y a des propriétés très fines autour de la dimension. La première propriété, c'est le lien entre la dimension et les familles libres. Donc, on prend un sous-espace vectoriel. Bon, pas 0, parce que 0, il n'a pas de famille libre dedans. C'est pas très intéressant, le vecteur libre. Donc, on prend un sous-espace vectoriel de Kn et sa dimension, c'est P. Vous pouvez imaginer, par exemple, un plan dans R3. Ce qu'on nous dit, c'est que, c'est l'exemple que je donnais juste après, c'est que toute famille libre de E, elle a au plus P vecteurs. Donc, ça veut dire que dans un plan, au maximum, je vais avoir 2 vecteurs dans une famille libre. Ça veut dire que dans un plan, si je prends 3 vecteurs, ils ne peuvent pas être libres. Mais ça, on l'a déjà vu. On a déjà vu que si on prenait 3 vecteurs dans un plan, il y en avait toujours un qui se décomposait en fonction des 2 autres. Donc, une famille libre, elle est limitée par la dimension de l'espace qu'on manipule. Le nombre d'éléments est limité. Et si on obtient, donc quand il est dimension P, si on prend une famille libre qui contient exactement P vecteurs, même nombre de vecteurs que la dimension, eh bien à ce moment-là, c'est forcément une base. Si je le mets dans un plan, ça veut dire que si vous prenez 2 vecteurs dans un plan, c'est forcément une famille libre, parce qu'ils vont être non collinéaires. Pardon, je refais. 2 vecteurs qui sont une famille libre, donc non collinéaire, ça va être une base. J'ai fait une petite diapo normalement pour vous montrer tout ça. Ça s'appelle, voilà. Bon, c'est juste redessiner des plans. Je refais, on est dans un plan. Si je prends 3 vecteurs dans un plan, eh bien 3 vecteurs dans un plan, la famille est liée. Pourquoi la famille est liée? On a déjà rencontré ces exemples-là, parce que forcément, il y a je peux toujours décomposer l'un des 3 en fonction des 2 autres. Je peux dire que U2, il se décompose en fonction de U1 et U3. Je peux dire aussi que c'est U3, en fait, on peut mettre sur U ici. Il suffit de faire des projections. On a déjà vu ça, hein. On projetait, on prolongeait, et il y en avait toujours un qui s'exprimait en fonction des 2 autres. Donc, les 3 vecteurs, ici, ça fait une famille liée. Donc, ça illustre le fait que, comme mon plan est de dimension 2, pour avoir une famille libre, au maximum, il faut que je prenne 2 vecteurs. Il n'y a pas assez de place, en fait. Alors, je vous ai dit l'autre jour que la notion de liberté, c'est une question de place. Donc, quand on vient de passer 2 mois en confinement, on comprend bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si on est 3 dans la même pièce, on est beaucoup moins libre que si on est 2 dans la même pièce, en termes de mouvement et de ce qu'on peut faire. Mais c'est ça. Donc, là, dans mon plan, si je mets 3 vecteurs, ils sont pas libres. Il y en a un qui est gêné par les 2 autres. Alors que si j'en ai un, j'ai 2 vecteurs dans mon plan, ça va. Ils peuvent bouger librement, enfin bouger, ils bougent pas trop, mais ils peuvent s'exprimer librement. 2 vecteurs, c'est libre. 2 vecteurs, c'est libre. Alors, pourquoi c'est une base? Parce que si vous prenez un 3e vecteur dans le plan, n'importe lequel, il s'exprime en fonction de celui-là. Donc, on aura une famille génératrice. En fait, une base, c'est une famille libre de taille maximale.
Si vous prenez qu'un seul vecteur aussi, il va être libre. Ce ne sera pas forcément très intéressant. Alors, on change ça. Autre exemple, toujours dans R3. Alors, dans R3, ce coup-ci, je prends 3 vecteurs. Donc, en fait, je m'intéresse dans R3 à R3 lui-même, comme sous-espace vectoriel. Si je prends 3 vecteurs dans R3, la famille ici, je vous dis que c'est une famille libre. Pourquoi c'est une famille libre? Parce que si vous les regardez bien, c'est une famille échelonnée. Là, j'ai pas de vecteur, enfin, j'ai pas de 0. Là, j'ai un 0 au début du vecteur. Et là, j'ai 2 0. Donc, on a une famille ici, U1, U2, U3, qui est une famille échelonnée. Donc, c'est une famille libre de R3. Et je compte les vecteurs. Ça, c'est facile. 1, 2, 3. Donc, je suis en train de dire que pour E égale R3, qui est de dimension, j'ai trouvé une famille libre de E qui contient pile 3 vecteurs. Eh bien, c'est une base. Ça veut dire que j'ai pas besoin de vérifier que la famille est génératrice. Si vous prenez 3 vecteurs dans R3 et qu'en plus c'est une famille échelonnée, donc elle est libre, ben, tout de suite on peut dire que c'est une base. Donc il y a beaucoup de calculs qu'on va s'éviter grâce à cette propriété 1. De façon symétrique, la propriété 2. La propriété 2, c'est que c'est pour les familles génératrices. Donc, on prend un espace toujours de dimension P, et là, c'est symétrique, c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire qu'une famille génératrice de E, elle a au moins des vecteurs. C'est-à-dire que pour engendrer, par exemple, un plan, il faut au moins 3 vecteurs. Imaginez que vous êtes dans R3, donc pour définir une famille génératrice, pour définir le plan, il faut au moins 2 vecteurs. Si vous en prenez qu'un, ben, un vecteur dans R3, ça définit une droite, hein, ça définit pas un plan. Donc, j'ai besoin d'avoir 2 vecteurs. Si j'en prends 3, ça va. Mais on voit bien qu'il y en a un qui sert à rien. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on l'a enlevé. Donc, je peux prendre 3 vecteurs pour définir un plan, mais je n'ai vraiment besoin que de 2. Et justement, si j'ai 2 vecteurs qui me forment une famille génératrice de mon plan, bah forcément, ce sera une base. Je pourrais décomposer tous les vecteurs de P dans cette famille génératrice, et de façon unique. Alors, petite diapo. Je reprends un plan. Je prends un vecteur. Un vecteur, c'est pas une famille génératrice de mon plan. Vous voyez bien que si vous prenez le vect, vous récupérez qu'une droite. Si je prends 2 vecteurs, ben ça me fait une famille génératrice de mon plan. Puisque si vous prenez maintenant n'importe quel vecteur là-dedans, vous allez pouvoir le décomposer en fonction de U1 et U2. En plus, ils sont non collinéaires. Si je prends un troisième vecteur, bah oui, c'est bon, si je prends n'importe quel vecteur du plan, je peux le décomposer en fonction de ces trois-là. Celui-là, il sert à rien, mais c'est pas grave. Il est là pour décorer. Si je prends 4 vecteurs, c'est pareil, je peux. Mais simplement, au bout d'un moment, on est serré, ils sont plus du tout libres. Voilà. Donc, tout ça pour dire que 1, 2, 3, 4 vecteurs, ça me fait une famille génératrice du plan. Mais si je veux une famille libre, il faut que j'en enlève un, il faut que j'en enlève encore un, et là, c'est bon. Celle-ci, c'est une famille libre et génératrice du plan, parce qu'elle a pile de vecteurs. Donc, on peut jouer sur le nombre de vecteurs pour reconnaître si une famille est une base ou pas. Donc, si j'ai pile la dimension, P vecteur, eh bien, ça me fera une base pour une famille génératrice. Alors, je vous ai préparé, et puis on s'arrêtera là, une petite diapo de bilan de ces deux propriétés. C'est vraiment très, très important. Bilan, voilà. Alors, je l'ai pas remise dans toutes les diapos que je vous ai données. Je sais plus si c'était hier ou ce matin, j'avais posté ça. J'ai pas mis celle-ci parce qu'en fait, il n'y a pas de diapo finale. Il faut gribouiller dessus au fur et à mesure. Donc, les différentes notions, on prend un espace vectoriel E de dimension P, et les différentes notions importantes ici, la notion de famille libre, famille génératrice ou P vecteur. Donc, on prend une famille de vecteurs, elle peut être libre, elle peut être génératrice, et puis ça, c'est contenir exactement P vecteur en dimension P.
Et puis, il y a la notion de base. Là, on sait si on a une famille libre et génératrice, c'est la définition pour avoir une base. Donc, libre plus génératrice, c'est une base. Voilà, ça, c'est la définition. Et évidemment, c'est réciproque. Mais ce qui m'intéresse, là, pour le moment, c'est dans ce sens-là. Donc, votre famille, elle est libre, elle est génératrice, c'est donc une base de E. Et si c'est une base de E, et comme E est de dimension P, toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments. Donc, je peux en conclure, si elle est libre et génératrice, comme c'est une base, eh bien, elle a exactement le même nombre de vecteurs que la dimension de E. Ça, c'est le plus simple. Mais avec les deux propriétés qu'on vient de voir, on va pouvoir compléter ça. Donc, en vert, en fait, c'est la propriété 1. Si votre famille est libre et qu'elle contient P vecteurs, c'est la propriété 1, c'est le petit b, on a dit que c'était forcément une base. Donc, ça, c'est intéressant. Et maintenant, comme c'est une base, bah, c'est forcément une famille génératrice aussi. Donc, on voit que le lien entre ces trois notions, tout se tient. Si vous en avez deux, vous avez le troisième obligatoirement. C'est pas du tout indépendant, ces différentes notions. Maintenant, si je repars de mon schéma et je travaille maintenant avec la deuxième propriété, ça c'est la propriété 2 et le petit b de la propriété 2. Si vous avez une famille génératrice et qu'elle a exactement P vecteurs, quand on est en dimension P, on peut en déduire que c'est une base. Alors ça, on n'a rien démontré. C'est fin à démontrer, c'est compliqué. Donc ça, on l'admet, on regarde dans R3 avec des plans, on se dit oui, ça a l'air de marcher, et on généralise. Hein. Il n'y a pas de démonstration, je ne vous ai pas fait du tout de démonstration. Donc, famille génératrice, P vecteur, la propriété 2B, elle me dit que c'est une base. Et comme c'est une base, je sais que c'est libre. Voilà. Donc, pour récapituler, voilà, les différentes notions, finalement, dès que j'en ai deux, j'ai la troisième. Et j'ai la troisième en passant par le fait que ce soit une base. Deux de ces notions me donnent que c'est une base, et le fait que ce soit une base, ça me donne la troisième propriété. Donc c'est intéressant, ben, peut-être que je vous donnerai ça comme diapo, enfin, vous pouvez la recopier, hein, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment important, ça évite beaucoup de démonstrations. En particulier, la démonstration de famille génératrice, c'est toujours une démonstration longue puisqu'il faut montrer la décomposition. Donc, quand vous avez une famille, vous êtes dans R3, vous avez une famille libre. Si elle est échelonnée, c'est vraiment très très facile à repérer. Vous dites, ah, elle est échelonnée, donc elle est libre. Vous comptez, vous dites, ah, elle a 3 vecteurs, on est dans R3, bah, c'est une base. Voilà. Et ça, c'est très très pratique pour, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est très pratique pour conclure. C'est cet exemple-là. 3 vecteurs, ils sont échelonnés, c'est une famille libre. Comme c'est une famille libre, elle a 3 vecteurs, c'est une base. Donc, faites attention à la rédaction, parce que parfois, si on ne le rédige pas bien, on a l'impression que les élèves, ils ont tout mélangé et qu'ils n'ont rien compris. Donc, on voit bien comment vous avancez dans votre raisonnement. Une famille libre car échelonnée, vous explicitez et elle contient 3 vecteurs, c'est donc une base de R3. Et si vous voulez préciser derrière que donc elle est génératrice, vous pouvez. Bien, la dernière propriété, elle est simple, je vous la cite et puis après on arrêtera là. Si on prend deux sous-espaces vectoriels qui sont inclus l'un dans l'autre, bah forcément, celui qui est contenu, le petit qui est contenu dans le gros, il a une plus petite dimension. Ça, c'est très très logique. On ne le démontre pas, mais c'est vraiment assez évident. Ça veut dire que vous prenez une droite contenue dans un plan, bah, la dimension de la droite, c'est 1, la dimension du plan, c'est 2. Donc, 1, c'est plus petit que 2. Ouais, on le voyait bien, on le sentait bien. En revanche, maintenant, si vous avez deux sous-espaces vectoriels qui sont contenus l'un dans l'autre, et en plus, ils ont la même dimension, on se dit, bah, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Ça veut dire que c'est le même. Donc, vous avez l'exemple qui est là, bah, vous allez pouvoir me travailler ça pour demain. Vous allez, pour demain, vérifier ici, vous avez un ensemble E, on est dans R4. J'ai fait exprès dans R4, vous avez moins de repères. Un ensemble E, un ensemble F, vous donnez la dimension de chacun et vous montrez qu'ils sont égaux en utilisant la propriété 3.
Donc, je vais vous laisser réfléchir à ça pour demain. Et puis ensuite, on définira donc la notion de rang. Vous pouvez tout lire aussi pour demain. Et puis, on reprendra ça tranquillement demain. Bien. Donc, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Vous regardez tout ça, c'est la fin du cours hein, pour demain. Et puis, je pourrais vous envoyer une première feuille d'exercice. Vous direz ce que vous devez faire dessus. Éventuellement, si vous avez un petit peu de temps d'ici demain pour vous aider à assimiler cette partie du cours. Voilà. S'il n'y a pas plus de questions, on va arrêter là. Donc, à méditer pour demain. C'est tout? Bien. Écoutez, si c'est bon, à demain. Bon appétit, puis à demain. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.